Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très honoré d'avoir à animer les tables rondes. Je m'appelle Michel Savy, je suis professeur à l'Université Paris-Est, qui fédère plusieurs entités, l'École nationale des ponts et chaussées et l'École d'urbanisme de Paris, où j'interviens. Et donc j'anime le conseil scientifique de TDIE, et qui a pu accompagner Claude Gressier et le groupe de travail qu'il animait pour préparer ce colloque. Alors très très vite, nous allons avoir 3 tables rondes successives. On aurait pu prendre un autre ordre. À la limite, comme dans un feuilleton, on commence par les conclusions, on commence par la stratégie, par la mise en perspective, et puis on reviendra dans les 2 tables rondes suivantes sur des approfondissements de points clés, que d'ailleurs, dans son introduction, Claude Gressier ainsi que le président Duron ont déjà identifié la question de l'efficacité des outils portuaires ou du fonctionnement du port, et puis son lien avec le territoire. Mais donc on commence d'emblée par la mise en perspective des stratégies. Le ministre d'ailleurs a déjà fixé ses orientations, mais dans des très grandes lignes, il faut bien sûr les préciser. Une autre idée importante, la préoccupation permanente de prendre en compte mieux que nous n'en avons l'habitude, mais dans le milieu maritime, c'est quand même une habitude depuis longtemps, le contexte international et notamment européen. Les ports français se trouvent être les voisins de ports européens parmi les plus efficaces au monde, parmi les plus compétitifs aussi. Et donc cette compétition est rude pour le partage d'interlandes qui se recouvrent largement les uns les autres. Il n'y a pas de protection géographique qui garantissent à un port le contrôle de son arrière-pays, loin s'en faut. Donc je propose tout de suite de me rejoindre, parce que j'ai rien d'autre à faire qu'à leur passer la parole. Les 3 intervenants de cette première table ronde, je les cite dans l'ordre où ils apparaissent dans le programme. Monsieur Guimbaud, le directeur des services de transport du ministère, donc le point de vue de notre administration nationale, mais qui va parler donc de cette stratégie nationale portuaire déjà brièvement évoquée dans sa perspective européenne. Deuxièmement, M. Vidil, qui préside les armateurs de France. Donc il va de soi que le transport maritime ne saurait se faire sans transporteur maritime. Et le représentant de cette profession, à son niveau le plus élevé, viendra nous parler de l'évolution des ports européens, précisément, et pas seulement des ports français. Et enfin, je suis très heureux que ma collègue, Madame Sis, professeure à l'Université d'Anvers, vienne nous faire bénéficier à la fois d'un point de vue académique, parce qu'il en faut, mais aussi d'un point de vue européen, et notamment dans une très grande ville portuaire. Et pour l'avoir visité, je sais que l'Université d'Anvers a un centre de recherche sur les transports de très haut niveau, qui porte un intérêt particulier pour les questions maritimes et portuaires, bien sûr, mais qui aussi a avec son port et avec sa région des liens très étroits, où on voit que chacun dans son rôle, il ne s'agit pas de mélanger, mais les universitaires sont écoutés par les décideurs politiques et par les acteurs économiques, et réciproquement en tirent aussi la matière de leurs réflexions et de leurs travaux. Donc je crois que votre intervention sera très, très bienvenue, et tout de suite je convie les intervenants à me rejoindre. Alors, une petite précision, Michel, on a un petit bousculement dans le programme. En fait, Thierry Guimbaud interviendra en conclusion du colloque et remettra donc en perspective les éléments de stratégie. Bon. Voilà. Mais bien sûr, mais on en serait ravis d'ailleurs. Mais... Donc on ne fait pas comme un feuilleton, on ne fait pas les conclusions d'abord, on fait les conclusions à la fin. Voilà, ce qui n'est pas plus original finalement, c'est pas plus mal. Donc on démarre sur un panorama plutôt européen. Soyons flexibles, soyons flexibles. Donc je garde l'ordre des interventions. Monsieur Vidil, s'il vous plaît. Prenez la parole si vous voulez, parce que cette chaire présidentielle est assez solennelle, n'est-ce pas? On n'a plus ça à l'université, on en rêverait, mais c'est fini. Je reste là. Bon, je reste. Assumons. Bonjour à tous et merci après ces propos introductifs qui ont bien campé le sujet de donner la parole aux armateurs français. Leur fidélité aux escales dans les ports français est reconnue et je pense même que leur présence en France et dans les ports est un facteur qui n'a pas été assez rappelé comme un levier puissant de la reconquête que nous devons construire ensemble.
l'évolution des ports européens s'inscrit désormais dans un contexte qui est marqué par un renforcement de la présence du secteur privé. Sur le plan de la gouvernance, maintenant, les ports européens fonctionnent à peu près tous sur le même modèle théorique. Les autorités portuaires sont recentrées sur le rôle régalien que vous connaissez bien, et d'aménageurs et de promotion. Les ports sont détenus par les pouvoirs publics, États, régions, villes, mais bénéficient d'autonomie financière. Donc les différences depuis notre réforme sont faibles entre ports européens. En revanche, et je pense que c'est normal que ça n'a pas été identifié par les stagiaires, la culture commerciale semble très nettement plus développée dans certains ports que dans d'autres. Évidemment, il faut la renforcer chez nous. Directement lié aux attentes des armateurs européens sur les ports vient la question des infrastructures. La qualité des infrastructures joue un rôle évidemment essentiel dans l'efficacité portuaire. Mais au-delà de la question de la desserte de l'Hinterland, qui a été très bien évoquée tout à l'heure, qui est très variable selon les ports européens, les analyses considèrent désormais, et ça peut vous surprendre par rapport aux ports français, que les infrastructures portuaires européennes souffrent d'une surcapacité qui est de l'ordre de 30 à 40%. C'est sans doute la conséquence de la bataille, de la surenchère des infrastructures pour s'adapter à l'arrivée des bateaux géants. Donc de nombreux investissements ont été programmés avant la crise de 2008 pour tenir compte d'une croissance programmée escomptée des volumes qui ne s'est pas tout à fait produite. Et enfin, sur ce petit propos introductif, je voudrais terminer sur la question de l'industrie dans les ports. Nombreux ont été ceux qui ont misé sur les ZIP, les zones industrielles ou portuaires. C'est un pari de mettre l'industrie au bord de l'eau qui était audacieux, mais que je trouve très pertinent, toujours aujourd'hui. Nous sommes concernés par ce sujet dans notre pays. La Seine, bien sûr, mais Dunkerque, Marseille ont misé beaucoup. On misait à une époque, à peu près il y a 30 ans, où le raffinage était extrêmement puissant. C'est la responsabilité de notre génération de réinventer le contenu de ces zones industrielles ou portuaires, à un moment où vient la question de l'offshore, et qui me paraît parfaitement adaptée pour les ports français et pour les ports européens. Face à la faiblesse des ressources énergétiques européennes, qui entraîne une très grande dépendance de l'Europe vis-à-vis de l'extérieur, eh bien, il est nécessaire de rajouter au nucléaire qui est contesté par certains pays une moindre dépendance en allant chercher des sources d'énergie renouvelables. Alors, vous avez beaucoup évoqué notre propre réforme. Bon, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'elle était nécessaire comme une mise à niveau. Et j'ai apprécié le propos introductif qui laissait supposer que l'ambition était bien supérieure que la seule gouvernance corrigée. Alors cette réforme, elle a coûté très cher. Elle a coûté très cher en fiabilité sociale, parce qu'elle a mis 3 ans pour s'appliquer, mais elle a coûté très cher aussi en coût pour nos ports. Nos ports, pour accompagner la réforme, ont dépensé beaucoup d'argent pour la permettre, pour absorber les surcoûts qui étaient liés en particulier aux portiqueurs, mais elle a aussi coûté très cher aux manutentionnaires qui, au final, ont dû, pour la sceller, accepter la pénibilité. Or, on pourrait résumer le sujet par une formule. On perd les trafics par l'absence de fiabilité, mais on ne les récupère pas avec la fiabilité retrouvée. On les récupère qu'avec un gros progrès de compétitivité. Et M. Gressier l'a dit, on a les éléments pour y arriver, les gains de productivité, mais ça ne s'est pas encore traduit par une amélioration de la compétitivité. Un mot sur les perspectives. Plusieurs autres armateurs européens seront sans doute mieux placés que moi, mais comme je vois mon pays, peut-être plus que beaucoup d'entre vous, de très loin, je crois qu'il faut réfléchir sur les scénarios possibles pour l'évolution des volumes. C'est le devoir des ports de la France de participer à ce travail. Et ça serait bien aussi qu'on demande à nos grands ingénieurs d'apporter une réflexion sur ce sujet. Alors bon, l'Europe est un ensemble péninsulaire qui paraît très favorable à la France et aux ports français qui se trouvent en leur centre.
Mais bon, si on peut paraphraser le titre d'un bouquin de Houellebecq, la carte, ce n'est pas le territoire. Donc la carte est favorable, mais le territoire, il manque cruellement en France de densification d'infrastructures pour la massification des trafics. En gros, on devrait avoir tout le commerce extérieur conteneurisé de la France, plus au moins 10% des pays qui sont autour de nous, et c'est le contraire qui se passe. On a 0 de ceux qui sont autour de nous, mais ils sont assez nombreux à nous piquer ce que nous avons. Une remarque sur ce que nous avons, nous ne sommes pas un grand pays manufacturier. Donc il faut aussi, pour expliquer la difficulté des ports français, rappeler qu'on a des volumes conteneurisés qui sont assez modestes. C'est de l'ordre de 7 à 8 millions générés par notre commerce extérieur. Comme la clé du succès, c'est le volume, il faudrait bien sûr essayer de récupérer 100% de ce que nous avons, ce qui n'est pas le cas, pour ensuite espérer rentrer dans ces logiques de massification dont bénéficient les ports d'Anvers, de Rotterdam, de Zeebrugge, etc. Sur les scénarios possibles, bon, en gros, jusqu'à présent, l'augmentation de la croissance des volumes était corrélée avec l'augmentation de la croissance mondiale. Depuis 2008, ce n'est plus le cas. C'est décorrélé, mais la réduction de la croissance mondiale ne s'est pas traduite par une réduction aussi forte de la progression des volumes, et en particulier de conteneurs. C'est donc la preuve de l'interpénétration des économies et que ces volumes vont continuer à grandir. Dans quelle proportion? Je pense qu'il faut retenir 2 scénarios possibles. Le scénario, sans doute, qui a été retenu par les grands armateurs, du triplement des volumes d'ici 2050, l'accélération de l'intégration des économies, l'obligation des pays à externaliser leur activité. C'est déjà le cas de la France. Beaucoup veulent fermer nos frontières, mais ne savent pas que pour au moins un tiers, notre économie dépend de son ouverture au monde, mais c'est déjà 50% pour l'Allemagne. Le prix du pétrole va probablement arbitrer entre ces scénarios, un extrêmement puissant et un autre peut-être accompagnant une nouvelle théorie d'une économie plus circulaire, plus économe dans les distances parcourues, plus recentrée sur l'intrazone, Asie avec Asie, l'Europe avec la Méditerranée et l'Afrique. C'est en train de se dessiner. Et dans ces scénarios d'économie plus circulaire, je crois que les ports ont une grande carte à jouer, ne serait-ce que pour les activités de base de plateformes éoliennes que j'ai évoquées donc au départ. Dans ces scénarios, bien sûr, la tension sur la bataille de la captation des matières premières va jouer un rôle essentiel. Aujourd'hui, il y a un grand risque de volatilité donc, des freits, dont les armateurs souffrent beaucoup. On subit une très forte pression donc, de la part des clients. Donc il y a des choix qui vont être faits et les ports vont être discriminés. Tous les ports européens ne peuvent pas être sélectionnés dans cette bataille pour les escales. Donc la réforme, je vous en ai dit un mot, donc j'apporte également mes louanges à ce qui a été fait, mais tout en restant quand même assez modeste parce que l'essentiel reste à faire. Donc je ne sais pas si c'est possible de voir les quelques slides que j'avais préparés pour nous ramener à quelques réalités que nous donne la connaissance des classements mondiaux. Bon, dans les 10 ports, bon, je prends le prisme du conteneur qui est l'activité dans laquelle je baigne depuis tout le temps. C'est une activité immensément compétitive. Pour une PME, c'est extrêmement difficile de résister dans cette bataille totalement mondialisée. Dès que nous quittons le port, nous sommes dans la compétition mondiale. Et il faut accepter que cette compétition mondiale qui touche les armateurs, eh bien, désormais, elle met nos territoires en compétition, et dans nos territoires, il y a nos ports. Donc le premier port européen, c'est Rotterdam, avec 11 millions de TEU. Il n'est que 10e, ou il n'est que 11e dans le classement des ports mondiaux.
Dans le classement des ports mondiaux, vous avez des Asiatiques. Je n'ose pas additionner les seuls ports chinois, parce que là, ça ferait assez peur quant aux résultats. À signaler quand même la performance de Dubaï, qui a choisi de jouer un rôle étonnant, une espèce de Singapour localisé dans le Golfe, et qui a parfaitement réussi dans cette stratégie. Si on prend les ports européens, qui est le deuxième classement, notre champion, le Havre, est à peu près 50e mondial, et Marseille donc, est sur le point de quitter ou a quitté le top 100, où se situe à peu près à la 100e position, avec, vous voyez, des volumes de conteneurs. Si la bataille se fait sur le volume, il faut vraiment qu'on progresse beaucoup. Vous m'avez proposé de synthétiser quelques recommandations. Donc je vous les propose, ça reprend pas mal de choses qui ont été dites tout à l'heure. Donc j'en propose 4, mais ce n'est pas tout seul que je vous les livre. C'est l'ensemble des professions du transport, de la logistique, les armateurs fluviaux, les logisticiens, qui ont proposé, en réponse à l'appel du ministre, son appel donc de Rouen, de la relance des ports. Donc oui, Aropa, c'est une formidable initiative qu'il faut encourager et renforcer, en particulier sur le plan commercial. Vous avez cité une structure similaire en train de naître sur le Rhône et de se développer, donc Medlink Port. C'est pareil, on a deux grands corridors insuffisamment exploités dans notre pays, qu'il faut donc rénover. Aropa, le succès d'Aropa est évident, mais il ne faut pas oublier que le succès d'Aropa, on le mesurera sur notre capacité à progresser sur la part de marché du marché national. Pour l'instant, on a progressé beaucoup sur les transbordements, mais il nous reste à progresser sur l'Île-de-France. Et ce n'est pas gagné, ça. On se fait toujours piquer nos marchés par Anvers et par Zeebrugge. Donc nous aurons réussi lorsque, grâce à Aropa et à son renforcement commercial, nous aurons la totalité du marché de l'Île-de-France avec Dunkerque. La deuxième proposition, c'est d'adapter nos procédures de manutention. Ça a été dit par M. Gressier. Bon, je ne comprends pas pourquoi on n'y arrive pas. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'on travaille tous ensemble avec une évidente bonne volonté, mais nous ne débouchons pas. Adapter nos procédures, comme à Anvers, comme à Rotterdam, de façon à ce qu'il n'y ait pas de discrimination dans les coûts de manutention selon les modes de transport terrestre, qu'ils soient routiers, ferroviaires ou fluviales. J'ai évoqué la question d'une nouvelle politique industrielle au portuaire. Je voudrais la résumer aussi sous forme de proposition. Il faut favoriser la réimplantation des industries dans le domaine portuaire, et pour répondre à de nouveaux défis, le GNL et les EML. Et enfin, en matière d'infrastructure, il n'y a pas, bien sûr, vous l'avez dit, c'est impossible de massifier sur la mer si on ne massifie pas sur la terre. Nos concitoyens ne sont pas préparés à accepter l'augmentation des flux que nous avons programmés. Sinon, il y aurait trop de nuisances. Donc, il faut massifier et il faut faire des progrès considérables, bien évidemment dans le ferroviaire, qui là, on a une immense capacité, et dans le fluvial. Pour le fluvial, je suis un peu inquiet parce que, pas seulement pour la THC unique, mais également par le fait que le budget de VNF n'a pas été voté, son président a démissionné. Donc voilà, il nous faut une vraie politique de relance donc, du fluvial qui a déjà bien progressé ces dernières années, mais il faut que le gouvernement traduise cette volonté dans les faits. Donc, bien sûr, vous avez cité l'accès direct à Port 2000, pareil pour Fosse de Zixelles, donc à la Seine et au Rhône, mais il faut aussi considérer les contournements ferroviaires qui sont indispensables. C'est celui de l'agglomération lyonnaise qui bloque tout, surtout si on rajoute le fait
que la priorité évidente est donnée aux passagers contre les marchandises, et également, donc, même problématique pour la desserte du Havre, avec des sillons qui sont insuffisants. Si j'ai encore quelques secondes, je voudrais donc vous dire quelques mots de conclusion pour les espoirs que nous mettons dans cette reconquête des ports français, auxquels les armateurs français sont très attachés et sont, me semble-t-il, les meilleurs avocats. Le développement des ports est capital. Le transport maritime est reconnu comme le moins polluant. Enfin, j'espère que maintenant vous le savez tous. Il est donc primordial que les distances de pré- et post-acheminement terrestre soient aussi réduites que possible. Donc, il faut donc rapprocher le navire, la marchandise du client et non pas le contraire. Cette réduction des distances doit également permettre un gain de temps de transport qui est un argument très important aujourd'hui dans le choix des chaînes logistiques, notamment pour la problématique du short sea. Pour cela, les ports français doivent garantir une meilleure qualité de connexion aux différents modes de transport intermodaux. Les ports doivent impérativement retrouver leur place au niveau européen en reconquérant les parts de marché qui ont été détournées depuis des années vers les ports des pays français. La qualité des infrastructures, le développement de la logistique sont au cœur de ce développement portuaire. Il faudra qu'on choisisse entre une logistique qui peut avoir tendance soit à s'intégrer, soit à aller dans un mécanisme de coopération ou de délégation. Les petits armateurs sont bien sûr beaucoup plus sur le mode de la coopération et de la délégation. Je voudrais dire qu'on parle souvent de l'Allemagne comme un modèle économique, mais c'est aussi un modèle dans le domaine de la logistique. Ces problématiques de logistique sont au cœur du développement portuaire du nord de l'Europe, et en particulier en Allemagne. La France doit impérativement se rapprocher de ces modèles pour encore compter dans l'espace européen dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Vous insistez bien sur la dimension de système, et tout transporteur maritime que vous êtes, on voit bien que votre vision, vos problèmes et vos propositions intègrent l'ensemble des chaînes, non seulement de transport, mais aussi des activités qui nourrissent et se nourrissent du transport. Et c'est bien la complexité et la richesse du sujet. Alors, il paraît qu'Anvers nous pique nos trafics. Ça m'inquiète beaucoup. Mais c'est une façon de vous donner la parole en vous remerciant encore une fois de nous apporter un point de vue extérieur et d'autant plus intéressant pour nous. Merci beaucoup. Messieurs et Mesdames, bonjour. Et certainement, premièrement, merci pour l'invitation. Et je ne suis pas immédiatement d'accord avec le piqué, mais tu entends déjà que je travaille à l'université d'Anvers et je peux voir les diapositives. Ça veut dire que je suis donc flamande et pas habituée de parler en français, mais néanmoins, je m'y ai engagée et promis au professeur Savy de parler aujourd'hui en français. J'aimerais bien parler néerlandais comme Ah oui, si. Mais je vais avec plaisir. Dans mon exposé, je vais parler des grandes évolutions du monde portuaire en Europe premièrement, et je vais aussi mettre l'accent sur certaines données concrètes au port d'Anvers. Et je contrôle ma main normalement. Et oui, ça va. Eh bien, voici, on peut voir la structure des évolutions mondiales. La présentation suit l'approche triple bilan. Ça veut dire, je regarde au profit l'environnement et parfois on oublie les gens qui travaillent au port et qui sont un élément de succès des ports, aussi quelques éléments de ce parti. Quand je commence avec, concernant du profit, je vois là-bas 4 développements. Développement dans les domaines de dimension des navires, ils sont vraiment tirés par les économies d'échelle.
Et quand on voit ça, déjà, il y a un effet de cascade. Par exemple, quand on regarde aux lignes routières maritimes de transatlantique, on peut voir que normalement, il y a des navires de 5 000, 7 000 conteneurs aujourd'hui, mais déjà, on a mis en service des navires de plus de 8 000. Néanmoins que la demande n'est pas si grande, ça veut dire créer de surcapacité et une pression sur le prix. Un autre effet est je commence par dire, quand on fait de la recherche, on a attendu une consolidation dans le secteur. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un renforcement de coopération entre les armateurs. Mais pas seulement les armateurs, aussi entre les ports. Nous avons fait une recherche pour les ports flamands de coopérer ensemble et le ministre a adapté cette étude de recherche et a mis 30 points d'action pour coopérer entre les ports flamands. Mais de nouveau, de coopération des armateurs, c'est un phénomène de court terme. Quand on regarde de termes longs, ça veut dire qu'il y a besoin de la consolidation dans ce secteur parce que le marché est trop fragmenté. On connaît que le réseau P3 est lancé, normalement effectué en deuxième trimestre l'année prochaine. Et ça va avoir des effets sur le réseau. On sait que le port d'Anvers gagne. Le port de La Havre, par exemple, ni gagne ni perd. C'est plus agréable que, par exemple, le port de Rotterdam qui perd un service en comparaison. Mais c'est à ce moment. Peut-être que le port de Rotterdam va changer de stratégie sur le plan intermodal ou les droits de port. On peut voir déjà le port de Havre a annoncé de ne pas augmenter son droit de port, mais donner une réduction pour les grands volumes, les bateaux plus grands. Un autre aspect est vraiment de concentrer sur les connexions arrière-pays. C'est vraiment important. Moi, je pense que le réseau P3 a choisi le port d'Anvers, ni moins que le port de Zeebrugge a des profils mieux agréables pour accueillir ces plus grands navires. Dû au facteur de connexion après-arrière. Je peux me permettre de vous demander, c'est quoi le réseau P3 ? Le réseau P3 est une alliance opérationnelle entre les trois plus grands armateurs, ça veut dire Maersk, MSC et CMA-CGM. C'est une alliance d'opération qui a l'objectif d'améliorer le service et aussi les opérations. Et maintenant, les autorités de compétitivité regardent si ça va dominer ou pas le marché. Il y a en économie industrielle une règle qui dit quand le part des armateurs est plus de 40%, le marché était dominant. Peut-être que ce n'est pas dû au hasard que le somme des shares est 38% de l'ensemble des trois grands armateurs. Excusez-moi ? 38, oui. On n'est pas en oligopole. À 40, c'est l'oligopole, mais 38, c'est compétitif. C'est bien, c'est clair. Oui, mais c'est quelque chose qu'on doit regarder. Et d'avant quelques années, il n'y a pas de méthodologie pour calculer ça, mais maintenant, il y a. C'est un conseil pour suivre le marché. Quand je continue avec la partie de l'environnement,
nous avons pensé, quand on voit les investissements dans le port de Barcelone, dans le port de Marseille et tout ça, est-ce que ça est une compétitivité augmentée comparée vers les ports de l'Europe du Nord? Mais le changement de port potentiel de port d'Europe vers le port du Sud ne semble pas à changer probablement quand on introduit les zones de contrôle d'environnement par le OMI. C'est prolongé maintenant dans le temps. Je pense que c'était dans cette année, mais on ne voit pas ça. Parce que la productivité est un indicateur qui est très important pour choisir aussi quel port on appelle. Les autres développements qu'on peut voir sur cette partie de l'environnement est que les navires neufs sont plus efficaces. Quand on voit le profil de CMA-CGM Marco Polo ou les séries de Triple E de Maersk, on peut voir que le CO2, il y a une réduction significante comparée au le moyen de l'industrie. Et aussi, il y a des techniques, des technologies innovantes pour moderniser les navires existants. Par exemple, les sources d'énergie, d'obtenir pour les gaz naturels liquides. C'est un choix que le port d'Anvers a fait maintenant. Il construit un navire intérieur pour donner les fuels aux grands navires. La dernière partie, ce sont les gens qu'on ne peut pas oublier. Chaque port connaît ses grèves. Nous avons eu une grève récemment en port de Rotterdam, sur le terminal de APMT. Nous avons aussi des grèves en Belgique, en port d'Anvers, mais aussi en France. Ni moins que le climat social est amélioré, il y a encore des grèves. Si ce n'est pas des grèves dans les ports, ce sont des grèves. Par exemple, aujourd'hui, j'ai compris que ce sera très difficile pour rentrer de nouveau en Belgique avec le train parce que le CNCF fret est en grève aujourd'hui. Et ça, c'est très important pour tous les ports européens que nous avons comment on dit ça maintenant, qu'on a une réputation très, très bonne. Parce que quand on comparait les chiffres sur les conteneurs dans tous les ports d'Europe, comparés avec les chiffres de conteneurs des ports chinois, là-bas, on joue en Champions League. C'était multiplié avec un facteur de 3 ou de 4 pour comparer avec les ports d'Europe. C'est quelque chose qu'on doit vraiment regarder parce que tous les ports d'Europe perdent rang jusqu'à les ports de Chinois. Je continue avec quelques données de port d'Anvers. Ce qu'on peut voir est que le port d'Anvers est classé sur le rang 2e européen de ports européens et de 17e place dans le rang mondial. Mais on perd du rang aussi le port de Rotterdam, parce que le port de Rotterdam a une réputation d'être dans le top 10, mais maintenant est sur le rang 11. Concernant le trafic total, on peut voir qu'il y a un trafic de 184 000 tonnes échangées en 2012. Et concernant les conteneurs, c'était un chiffre de 8,6 millions. Il y a en 2012 une baisse dans le port flamand en total, aussi en Anvers, mais déjà on voit en chiffre de cette année qu'il y a une augmentée. C'est très, très agréable pour les ports. On peut voir, oui.
Les autres éléments que je veux dire est que le port d'Anvers est un port très important pour la France. C'est accessible pour les grands navires, mais c'est le même pour le port de Le Havre. Aussi un port qui est possible d'accueillir des navires de plus de 16 000 conteneurs. La productivité est la plus haute en Europe. Il y a des excellentes liaisons d'arrière-pays, routiers, ferroviaires, mais aussi navigables. Il y a aussi des bonnes collaborations avec des UB. Mais la grande question, parce que nous, académiques, nous sommes très critiques, continue ainsi. Parce que les navires, si on croit ça, devient de plus en plus grand et ça va causer aussi des problèmes pour le port d'Anvers. Aujourd'hui, on voit que le drainage de l'ESCO était un point bénéfice, mais si les navires deviennent plus hauts, ça peut devenir un point d'attente. Et c'est pour ça qu'on regarde aux compétitivité relative. Voici, on voit, non, on ne peut pas voir. Voilà, ça c'est la question. Et on peut regarder aux positions relatives. Ce qu'on peut voir ici, c'est de la recherche de mes collègues, professeur Meersman, professeur Van Voorde et des autres chercheurs, qu'ils ont regardé pas seulement aux conteneurs, pas seulement aux marchandises en général, mais ont regardé aux des types et le mouvement des types. Et on a trouvé deux composes. Le premier compose est à côté de gauche, c'est de combinaison de vrac liquide, de conteneurs et de marchandises diverses. Et l'autre compose est de vrac solide, vrac liquide et navires rouliers. Ce qu'on peut voir concernant la position des ports flamands de période de 2001 jusqu'à l'année passée, c'est presque plus ou moins le même. Quand on voit pour la compose 1 l'évolution des ports français, comparé avec des autres ports européens, on voit que ça diminue. Mais quand on regarde au deuxième compose de vrac solide, vrac liquide et navire roulier, on peut voir qu'il y a une totalement différente. Il y a une augmentation avec la crise, néanmoins dans la crise, un profil très différent comparé avec les autres ports ici. C'est quelque chose qu'on doit suivre de plus en plus années. C'est une méthode nouvelle qu'on a appliquée pour voir comment ça marche. Pour regarder de plus en détail, j'ai mis ici deux graphes. Nous publions un annuaire d'indicateurs de biens durables pour le ministère flamand. Et ici, ce sont deux graphes à côté gauche. On peut voir la augmentation ou l'évolution de contournisation. La ligne verte est en vert, correspond avec la verte, et la ligne rouge est l'évolution de port. Ce que j'ai oublié, le diapositive précédent, est que les ports de Flandre étaient Anvers, Gand et Zeebrugge, et les ports de France étaient Dunkerque, Marseille et Le Havre qui ont examiné. Ici, on voit seulement l'évolution du Havre. Ce qu'on peut voir dans le futur, la période de 2012 de 2017, c'est une croissance mondiale de 5,4%, mais c'est quelque chose que Drury a dit, avec des variations importantes selon les régions, et ça directement lié avec mettre en service de plus grands navires. On peut voir sur le graphe côté gauche
que l'Anvers a eu un impact significant de crise n'est pas déjà sur les niveaux avant la période de crise, c'est moins exprimé dans le port de Havre. Mais un autre indicateur qui est aussi très intéressant pour regarder la croissance sur ce trafic est le degré de containerisation. Et quand on compare ici, on peut voir que le Havre est plus haut que le port d'Anvers. Et c'est à cause que, par tradition, le port d'Anvers était un port de marchandises général. Mais quand on voit l'évolution, on peut voir que la différence se diminuait entre les ports. Un facteur qui est très important, c'est la connexion arrière-pays. Et ici, on peut voir une comparaison. Je m'excuse que c'était un gaffe en néerlandais, mais on peut, les chiffres parlent. Je pense on peut voir ici que le part modal en Anvers est moitié, petit plus de moitié pour le routier, une partie significante pour les voies navigables. Si on compare ça avec le port de Havre, qui tient une répartition modale beaucoup plus axée sur la route. Et le problème est que le Havre, par exemple, face des obstacles à une distance de plus de 200 km. Ben aussi, le port de Zeebrugge a des problèmes sur son connexion arrière-pays et spécifiquement sur le parti de voies navigables. Quand on peut voir, ce n'est pas beaucoup, c'est un pourcentage de 0,8% qui est traversé avec... mais le ministre a fait des promis pour améliorer l'infrastructure, que la partie modale pour le port de Zeebrugge aussi change. Si on regarde aux stratégies de port de Rotterdam et port d'Anvers au plan intermodal, on peut voir ici par la dessinée qu'on veut diminuer en plus la partie routière. Ça c'est certainement dans la vision d'Europe qui est exprimée dans le livre blanche. Après le profit, je commence avec la partie de l'environnement. Voici, oui, 2 slides. Voici, on peut voir, non, on ne peut pas voir, voilà, on peut voir ici les calculations que nous avons faites pour l'arrêt pays des ports de Le Havre à Hambourg. Sans coût externe et avec des coûts externes. Et ce qu'on peut voir ici pour les ports de Sud, par exemple le port de Marseille, les pièces en rouge sont les parties d'arrière-pays qu'on peut gagner de ports d'Anvers ou de ports de Flamande en général. La dernière partie est regardant les gens. Le port d'Anvers sait que les gens sont un lien vital. Quand on regarde au Docker, ils sont connus d'avoir une haute productivité et excellente compétence. Il y a beaucoup d'efforts dès qu'à maintenant de formation parce qu'on doit motiver des jeunes personnes pour y aller travailler. Je pense que ce n'est pas un problème seulement dans la Fronde que nous avons, mais aussi en France. Et la connaissance, on doit garder la connaissance parce qu'il y a beaucoup de personnes renommées, respectées, mais aussi grises, qui ont des compétences qu'on ne peut pas perdre dans ce secteur. Et enfin, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, ma chère collègue. Votre exposé est très riche, montre le besoin d'une mesure analytique puis synthétique des indicateurs et sans donner les moyens. Et Claude Gressier disait que dans le milieu maritime, et je vous en fais collectivement le reproche, on n'est pas bavard. Et nos étudiants ont eu un gros problème d'accès aux informations. Je pense qu'il y aurait à gagner à mieux partager les données, même quand elles sont un peu confidentielles, mais il y a un gain collectif, me semble-t-il, supérieur à la perte individuelle du secret. La comparaison internationale
s'impose d'évidence, mais votre intervention en est une démonstration éclatante. Les besoins d'anticipation, vous nous avez dit qu'il y avait des scénarios 2050 de triplement, mais j'entends dire que tout récemment, Rotterdam fait des publications. Je crois que c'est Geoffroy Côte qui me disait ça l'autre jour, que Rotterdam fait des scénarios long terme, plutôt de stagnation, voire de déclin des trafics. L'Europe vieillit, l'Europe n'aura pas la croissance des pays émergents, donc il faut voir à long terme. Nous avons des surcapacités portuaires de grande ampleur qui sont un vrai problème. Et donc une vision système aussi. Vous n'avez pas oublié la question de la main-d'œuvre, de sa richesse, de sa diversité, parmi les atouts d'un grand port. Et je pense que tous ces éléments contribuent à notre réflexion commune pour la journée. Je vous remercie beaucoup l'un et l'autre.